Alors, les projets que nous avons vus tout au long de cette journée ont parlé de la production d'une ville équilibrée, d'une ville attractive, accueillante pour les populations comme pour les entreprises, une ville créative, une ville aussi où les espaces naturels et agricoles peuvent être partie intégrante du projet urbain et de la stratégie urbaine. Mais Christophe Pérez, cette ville, vous aimez la qualifier d'aimable. Et plusieurs intervenants ont d'ailleurs repris ce terme. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? En réalité, la ville aimable, c'est une façon d'inverser le regard, mais c'est tout ce que vous avez dit et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. La ville aimable, avant tout, je pense que c'est la ville sous le prisme de l'habitant. Puisque tout ce que nous faisons, lorsqu'on construit un projet urbain, bien sûr, il faut avoir une vision de long terme. Bien sûr, le travail que l'on fait est un travail quotidien, mais il faut penser en permanence que tout ce que nous faisons, c'est pour les habitants. Les habitants d'aujourd'hui, et puis les habitants de demain. Et on sait tous aujourd'hui que les nouvelles technologies font que cette ville qui est de plus en plus connectée, eh bien, fait que les habitants ont des usages, et ces usages sont de plus en plus dans l'immédiateté de ce que l'on doit répondre. On doit répondre à cette demande permanente et très rapide. Ce que nous devons faire, et donc on est obligé de prendre en compte aujourd'hui ce point de vue avec les réseaux sociaux, ce qu'on avait moins il y a quelques années, tout en préservant cette idée d'une ville qui doit respecter un certain nombre de sujets. Vous les avez donnés. La ville productive, alors ici à Montpellier, on parle très souvent de ville productive. La ville productive, c'est une ville qui est empreinte d'économie. Sans économie, sans emploi, sans entreprise, on ne peut pas imaginer qu'on puisse continuer à se développer. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un modèle de croissance. Donc, je prends évidemment cet angle-là. On pourrait se trouver dans d'autres villes avec d'autres événements, bien sûr. Et Elodie Noriga aura peut-être un point de vue un tout petit peu différent sur le thème de la croissance, mais bon. Oui. Enfin, le modèle de croissance, quand on est à Montpellier, mais c'est le cas dans d'autres villes, et j'écoutais tout à l'heure les différents projets, c'est le cas d'Allégé, mais ici, on reçoit plus de 6 000 nouveaux habitants par an. Ce qui nous engage, il se construit entre 6 et 8 000 logements par an. Elle est donc, de facto la croissance. De facto, la croissance est là, et c'est aussi notre modèle de développement. On pourrait décider de tout arrêter, mais finalement, les habitants viennent de l'extérieur, et je ne vois pas très bien comment on pourrait empêcher, en tout cas, que les choses se développent. Par contre, nous avons le faire, et nous le faisons d'ailleurs ce matin, le président Philippe Sorel vous l'exprimait, il disait, oui, mais il faut, évidemment, l'homme doit être pris en compte dans son environnement. Et ici, c'est le respect de l'environnement. C'est comment... alors on emploie le terme de résilience que j'aime pas beaucoup parce qu'il n'est pas très adapté à cette logique de croissance et de dynamique. Bien sûr, il faut avoir la résilience par rapport à l'environnement. Et ici, il est dit, on aménage sur un tiers de l'espace et les 2 tiers sont laissés à la nature. Tout ça pour prendre en compte notre environnement. Alors je reviens sur la partie économique qui me paraît malgré tout essentielle parce que ces emplois sont nécessaires pour qu'on puisse accueillir confortablement aussi les nouveaux habitants qui arrivent. Et puis ensuite, il y a le deuxième sujet qui me paraît essentiel également, c'est la mixité fonctionnelle. C'est un sujet qui mérite d'être re-questionné malgré tout. Alors, on a l'habitude de parler de la ville fonctionnelle, Le Corbusier, on a vu quelques exemples, d'ailleurs quelques images tout à l'heure, mais nous l'avons ici aussi avec nos grands ensembles, ou les lotissements qui se sont développés dans les villes, et ici aussi à Montpellier. Mais la ville multifonctionnelle, elle est essentielle, puisque c'est celle qui préserve également l'environnement. C'est celle qui fait que dans les mêmes quartiers, on loge, on habite, on consomme, on travaille. Et puis on se déplace dans chacun des quartiers avec des mobilités. Bon, ça, c'est la ville multifonctionnelle, mais j'aime bien la re-questionner au travers des usages et au travers d'un point très essentiel, presque simple et pragmatique, c'est de dire, eh bien, il faut loger tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu, pour laisser personne au bord du chemin. Et c'est aussi un des sujets de la ville aimable.
Donc le questionnement que l'on doit avoir sur cette idée de ville multifonctionnelle doit aussi prendre ce regard. Je pense qu'on pourra encore développer ce point-là. Le point des mobilités est également essentiel. La ville est en train de complètement se transformer. On sait que demain, enfin on imagine que demain, la voiture sera partagée, que les déplacements doux doivent être privilégiés. Et c'est d'autant plus facile de le réaliser que nous sommes dans ces logiques de quartier. Et finalement, on pourrait passer d'un quartier à l'autre dans des idées de cabotage et qu'on pourrait retrouver dans son quartier l'ensemble des moyens de subsistance dans une logique d'économie qui serait de proximité, pour ne pas dire circulaire ou de proximité. Donc les mobilités, c'est important. Donc avoir cette vision de long terme, il n'en reste pas moins que les problématiques, on les a au quotidien avec les habitants qui viennent nous tenser. Quand on inscrit dans un PLU qu'il faut contraindre les nombres de places de parking, que l'on sait pouvoir foisonner avec les bureaux, les logements, demain, c'est déjà un peu l'actualité, mais on a du mal à faire accepter tout cela aux habitants aujourd'hui. Donc c'est ce travail qui est assez complexe et assez fin, de se dire comment j'imagine demain et comment je réponds aussi aux attentes aujourd'hui. Et puis, les nouvelles technologies qui sont à nos dispositions font que les besoins qui sont satisfaits aujourd'hui pour les habitants risquent de s'amplifier très fortement avec le numérique, avec la data, avec l'intelligence artificielle, et que ces besoins, on est loin de connaître la limite de ce qui va nous arriver. Parce que beaucoup de besoins vont s'exprimer avec une nouvelle offre qui va se développer, et c'est ça la prise en compte de la ville. C'est ça la prise en compte de la ville. Donc la ville aimable, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, mais c'est inverser le regard. Je sais bien que quand on parle des projets urbains, on n'entend pas beaucoup l'habitant. Moi, tout à l'heure, j'ai pas beaucoup entendu parler de l'habitant. Donc c'est un peu inverser le regard, c'est de se dire, tiens, comment je réponds aux besoins des habitants aujourd'hui, tout en ayant la vision de long terme. Alors je vais me tourner vers un professionnel qui est bien au contact des habitants qui sont aussi ses clients, Laurent Villaret. À quelles attentes répondez-vous dans vos projets ? Déjà, on est en Méditerranée. Donc quand on est en Méditerranée, l'acquéreur qui vient s'installer pour y vivre, ou pour y travailler d'ailleurs, il s'attend à un contexte. On ne construit pas quelque chose il s'attend à un contexte et à quelque chose de singulier. Un habitant, quand il va s'installer quelque part ou quand il va travailler quelque part, il attend une identité. Il attend un chez-soi qui n'est pas forcément exactement le même ailleurs, mais qui s'inscrit dans le contexte du territoire dans lequel il s'installe. Donc on est en Méditerranée, on ne construit pas la même chose quand on est en deuxième couronne, par exemple, d'une métropole, quand on est au bord de la mer, ou quand on est dans le cœur de la ville-centre, par exemple. Donc chaque façon d'aborder la conception, déjà, rien que du bâtiment, avec évidemment nos architectes, je pense qu'Élodie en parlera, c'est s'inscrire dans un contexte. Après, les habitants, bien sûr, quand on est dans le contexte de la Méditerranée, ils s'attendent forcément à un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. La Méditerranée, c'est je vis dans un appartement, je suis dans un espace de travail, dans les bureaux, mais qu'est-ce que j'ai dehors ? Parce que j'ai une vie dehors aussi. Je crois qu'on a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui où finalement l'extérieur compte autant que l'intérieur. Voilà. Et ça c'est une attente absolument nécessaire. Et on le retrouve d'ailleurs dans des projets urbains. Après, j'allais dire, après il y a les tendances. Enfin, c'est même pas le mot qui convient, c'est plus que des tendances. C'est aujourd'hui, quand on conçoit un projet, la tendance, la valeur ajoutée de ce que l'on vend aux habitants pour répondre à leurs attentes, c'est définir, au-delà même de l'espace que l'on vend, l'usage des espaces communs. Plus on avance dans le temps et plus on s'aperçoit que la valeur ajoutée dans un projet, c'est le lieu de rencontre entre les habitants ou entre les habitants et ceux qui sont actifs dans des espaces communs. Et ces espaces communs s'inscrivent aussi dans un contexte. Quand je vois le projet, par exemple, de la ZAC des Coteaux, où il y a une ferme urbaine, on est en cœur de métropole,
et on a une ferme urbaine. Ça veut dire qu'on inscrit dans le contexte du projet le rapport à la terre. Quand on a une fontaine, c'est le rapport à l'eau. Et tous ces espaces communs qui lient les gens entre eux et qui amènent une valeur ajoutée qui va au-delà même de la simple cellule d'habitation, sont des éléments qui sont de plus en plus importants. Les rooftops avec des bars et des arboretums sont très tendance parce que c'est une demande qui est très forte. Et ça va. Et même parfois, on voit des projets, notamment, je prends l'exemple du co-living, qui est une tendance forte, notamment à Paris, où on voit même des cellules de logement se réduire, mais finalement se réduire dans les fonctions même du logement. Mais par exemple, le salon ou la cuisine est une pièce qui existe, mais elle n'est pas dans le logement privatif, elle est dans un espace commun, elle est sur le toit. Donc ça veut dire même que dans les tendances et dans la demande, les copropriétés de demain sont sûrement des copropriétés qui vont être évolutives. C'est-à-dire que la copropriété aura le rôle, par exemple, d'encaisser des recettes. Vous louez votre toit à des habitants, à des personnes de l'extérieur, à un exploitant, mais vous avez aussi des charges. Voilà, ça c'est une tendance. Et évidemment, là je fais le lien aussi avec ce que disait Christophe Pérez, c'est que évidemment la révolution numérique révolutionne les espaces. Est-ce que demain on va vendre un logement? Est-ce que demain on va vendre un bureau? Est-ce qu'on ne va pas vendre la même chose en fait? C'est une tendance qui peut aller très très vite. Tous les espaces sont connectés et la connexion des espaces modifie complètement le rapport que l'on a avec cet espace. Et finalement, le fait que cette révolution numérique soit en marche, ça nous pose à nous, promoteurs, la question majeure de se dire, de repenser la relation qu'on a avec notre client. On n'est plus dans un cycle, je construis un logement tramé parce que je vais créer un habitat. Non, il faut re-questionner complètement la relation qu'on a avec nos clients par rapport à ces espaces. Voilà. Et je parle de tendance, mais je pense qu'on ne parlera pas longtemps de tendance. Je pense que ça va être une réalité. Une tendance de fond. Élodie Nouriga, cette ville du lien, cette ville pour les habitants, elle se conçoit comment? De quelle manière? Elle fonctionne comment selon vous? Alors bon, je n'ai pas la prétention d'expliquer comment elle fonctionne, mais néanmoins, un point qui est essentiel dans ce qui a été dit, dans de nombreux projets qu'on a vus aujourd'hui et qui fait aussi un petit peu la spécificité, on va dire, de la ville méditerranéenne, qui est un peu aussi au cœur du sujet de la journée, c'est effectivement cette capacité et cette volonté du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, c'est pas méditerranéen, c'est un vivre ensemble pour toutes les villes, mais c'est le vivre ensemble dans l'espace public, dans les lieux du commun. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce rapport à la dimension connectée, le fait que les nouvelles technologies aient envahi effectivement notre quotidien, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels, ont changé notre manière du vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire qu'en fait, on l'aborde selon un angle différent. Et cet angle différent amène, contrairement à ce qui peut des fois être annoncé, à renforcer la place de l'espace public, qui pour moi me semble être un élément essentiel, c'est le lien de la ville. C'est ce qui fait qu'un bâtiment est connecté à un autre et qu'un ensemble de bâtiments constitue un quartier, un lieu où on va vivre. Et cette notion d'identité, elle est aussi importante à la fois de l'intérieur du logement, aux espaces communs jusqu'aux espaces publics. Donc la dimension et la force des espaces publics comme lieu de rassemblement, même si on n'est plus forcément aux grandes tendances des grands espaces, des grands rassemblements, mais je crois que c'est véritablement à travers ces notions de nouvelles communautés où on est plus dans des communautés choisies que des communautés subies, qu'on pouvait avoir préalablement parce qu'on n'avait pas d'autres dispositions. Ces dispositifs de communautés choisies amènent effectivement une évolution de la cellule d'habitation. Ce qui a été évoqué, le fait que du coup on arrive à de mieux en mieux accepter, et il y a même une demande d'avoir des cellules qui peuvent se réduire en termes de fonctionnalité et d'usage à ce qui va être lié à l'espace intime, pour que l'espace lié au commun, les espaces de partage, de cuisine commune ou autre, puisse être justement réparti dans cette dimension du commun. Et je pense que un des enjeux, c'est d'arriver à être en capacité de faire du lien entre l'espace de l'intime, l'espace du commun et l'espace public, qui lui est le lieu du rencontre, du hasard aussi, un peu, alors que les trois autres vont être plutôt dans un enchaînement successif. Et c'est vraiment cette idée de vivre ensemble, mais séparément.
Parce qu'il ne faut pas oublier aussi dans ces dispositifs-là qu'on est en capacité d'accepter cette part du commun si on est sûr aussi de la protection de l'intime. Et je crois que c'est ces questions essentielles dans à la fois la cellule d'habitation, mais aussi dans la manière de penser les espaces de la ville d'aujourd'hui, et bien sûr ceux de la ville de demain, qu'on va retrouver ce chaînage des événements, ce chaînage des choses, et bien sûr par une réintroduction, comme on dit, de la matière, mais une réintroduction aussi de la dimension de la nature, qui est aujourd'hui plus considérée comme un simple espace vert ou un fond de tableau qui servirait juste de cadre de vue, mais qui est véritablement une volonté de réintroduction de la nature dans la ville au sens de la biodiversité et pas du jardin contemplatif. Et cette volonté je pense, des habitants de prendre part aussi activement à la reconstitution d'un environnement qui leur serait propre. Et pour revenir sur la place des habitants et des usages, ça me semble aussi essentiel dans la construction effectivement des projets urbains. Et c'est là aussi que la dimension du partage des connaissances est importante. Et elle fonctionne, à mon avis, dans la mesure où chacun reste dans ses compétences. Et c'est ça qui est important. De pas, j'allais dire, dériver d'un côté ou de l'autre. Et il me semble que de dialoguer avec les habitants est un élément et un outil essentiel, peut-être qui ne se faisait pas préalablement, mais en ayant aussi une pédagogie et une culture de ce dialogue, qu'il fait que leurs compétences à eux seront la compétence des usages. Celle qu'on n'a pas quand on est en tant qu'architecte, en tant qu'aménageur. On a, nous, les architectes, on va avoir une compétence de manipulation de l'espace, de mise en scène, en fait, des besoins de chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur ce triptyque où, effectivement, l'habitant apporte une donnée complémentaire au projet urbain, dans la mesure où il y a eu un travail pédagogique suffisant préalablement pour faire émerger justement cette compétence particulière qui est celle des usages qu'on pourra partager et intégrer aux autres données qui sont nécessaires pour la construction à la fois de la dimension urbaine et la dimension du projet architectural. Mais alors, ma question s'adresse à tous les trois. Le développement de la ville connectée, de la ville intelligente et de toutes ces merveilles qui reposent quand même sur un individualisme peut-être exacerbé, puis un vivre ensemble, comme vous l'avez dit, choisi. Est-ce que tout ça n'est pas en contradiction avec le soin apporté à l'espace public et notamment avec le mode de vie dans l'espace public méditerranéen ? Alors, effectivement, on pourrait imaginer que le smartphone nous éloigne de par le fait qu'on est devant notre écran et nous éloigne un peu de son voisin. On se rend compte que c'est évidemment tout le contraire aujourd'hui. De façon encore plus importante, je pense ici, lorsqu'on est sur la Méditerranée, puisque le propre même des villes de la Méditerranée, par la lumière, par le soleil, eh bien c'est la vie à l'extérieur. On dit on vit dedans, on se protège dedans, mais on vit beaucoup à l'extérieur. L'extérieur, l'espace public, qui est extrêmement important, Élodie le disait, c'est le lieu de la confrontation, c'est le lieu de la discussion. Ici, on parle haut, on parle fort. Ce n'est pas nécessairement le cas ailleurs, lorsqu'on est au nord de l'Europe. Eh bien, ici, on ne peut évidemment pas imaginer qu'il n'y ait pas de lieu d'échange. Qu'apporte le numérique, le digital et l'intelligence artificielle ? Ça apporte beaucoup de services aux habitants dans leur vie au quotidien, toute une série d'informations qui leur sont données, mais aussi des échanges. Alors, nous le développons, nous, énormément sur Montpellier, avec des expériences qui sont déjà éprouvées, avec, dans un premier temps, ce qui a été livré il y a à peu près 4 ans, un îlot connecté, la Mantilla, plus de 400 logements, avec des bureaux, des commerces. Ces logements sont tous connectés et permettent aux habitants de gérer leur consommation d'énergie. On a commencé comme ça, c'était au début de l'innovation. Nous sommes maintenant sur un quartier complètement connecté. On a eu l'honneur de recevoir l'an dernier, en fin d'année, le trophée des entreprises publiques locales sur les services
en matière de connexion des quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un îlot, on passe à l'ensemble d'un quartier, et l'objectif étant que chacun des habitants puisse être connecté les uns aux autres au travers du logement, pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'offrir des services, pour pouvoir recevoir des services. Mais également, nous allons encore un peu plus loin. Dans une première idée qui était celle de la constitution de ce quartier, c'était le maintien à domicile des seniors. Je donne comme exemple parce qu'on sait qu'il y a un vieillissement de la population et qu'il s'agit pour nous tous qu'on puisse vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions. Les promoteurs font des travaux très importants sur la collectivité du logement lui-même, et donc nous amenons tous les services et nous allons mettre en place un dispositif avec Engie sur une plateforme qu'on appelle Eureka de carnet de santé électronique où l'habitant, dans son logement, soit en permanence connecté avec les médecins pour avoir un suivi médical permanent. C'est une réalité. Nous sommes en train de le tester auprès d'une quarantaine d'habitants à Casténau-le-Lez. Et nous le mettrons en œuvre dès que les premiers bâtiments seront livrés. Et ça sera très prochainement le cas dans le courant de l'année prochaine. Bon. Ce sont des habitants jeunes ou vieux ? Alors, bien sûr, alors là, ce sont plutôt des habitants plus âgés, pour éviter qu'ils n'aillent dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. C'est pour qu'ils restent plus longtemps là. Mais c'est très important parce que, évidemment, ce quartier sera le quartier de la mixité. Je l'ai évoqué tout à l'heure, sans vouloir entrer dans les détails. Je pense que ce n'est pas le sujet ici. Tout le monde connaît parfaitement le sujet. Mais c'est aussi cette mixité fonctionnelle, cette mixité sociale. C'est aussi le trait des générations. Je disais tout à l'heure, on ne doit laisser personne au bord du chemin. Les jeunes, les vieux, toute cette mixité est évidemment extrêmement essentielle lorsqu'on construit la ville, lorsqu'on la fabrique. Et l'outil connecté qui peut paraître... on pense que finalement, ce sont les plus jeunes qui utilisent l'outil connecté. Alors moi, je me faisais une réflexion il y a quelques années lorsque mes grands-enfants... étaient avec leurs amis, ils étaient tous avec leurs... Il y a quelques années, c'est pas si vieux, mais ils étaient ados à l'époque, ils étaient avec leur téléphone portable et j'étais tout à fait surpris qu'ils n'échangeaient pas entre eux, alors qu'ils étaient ensemble, ils étaient plutôt connectés avec leur smartphone. Et puis quelques années après, je fais pareil. Je fais pareil parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui, c'est très difficile de vivre sans smartphone. Alors on peut évidemment dire je ne le souhaite pas, j'essaie de vivre sans. En réalité, ça paraît peut-être un peu difficile compte tenu de tous les services que nous avons et tous les avantages que nous avons à utiliser ces outils. Alors ça pose la question, en réalité ça pose une question éthique très importante ou politique. C'est bien sûr la sûreté des données, parce que celui qui a la donnée, c'est celui qui a le pouvoir. Alors les GAFA, on les appelle les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est eux qui ont la donnée. Toutes les instances de régulation qui tentent de réguler, on le voit l'Europe qui a tensé la semaine dernière, vous vous en rappelez peut-être, mais Facebook qui continue à exploiter les données, qu'ils ont des personnes connectées pour les commercialiser, que dans les entreprises, et je suis également confronté avec les 120 salariés, les 130 salariés de la SERM et la SA3M, nous avons l'obligation de sécuriser les données. À chaque fois qu'on vend des terrains, il faut sécuriser aussi les informations que nous retenons de la part des habitants qui nous achètent des terrains pour construire leur logement, également des promoteurs. Les promoteurs sont confrontés au même sujet. Donc on voit bien que ces instances de régulation font tout pour limiter cet effet-là de provision d'informations. Mais enfin, tout ça, c'est accessoire, parce que de toute façon les habitants demanderont à pouvoir être connectés encore plus, parce que ça nous apporte, et ça apportera je pense encore plus d'avantages pour pouvoir mieux vivre, mieux circuler et avoir des meilleures conditions de vie tout simplement. Donc je pense que le numérique est dans la ville et à nous de l'utiliser au mieux, et et de nous offrir et nous donner la flexibilité nécessaire pour être en mesure de se transformer tout cela en fonction des usages qui vont se développer, en gardant des sujets très importants, des garde-fous très importants. On parlait de l'espace public, qui est essentiel, je pense, en tout cas pour nous sur la Méditerranée, mais il est vraisemblablement ailleurs aussi, l'espace public et le lien à l'intérieur des quartiers et des quartiers vers les autres. Et puis également, comment rester connecté sur l'international, c'est-à-dire d'être au plus près de l'habitant, mais aussi au plus haut,
les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Quand on regarde ce plafond ici, ça m'y fait penser. Essayons de voir loin, en tout cas, mais répondre de suite à ces problématiques. Votre réaction ? Oui, non, je pense que sur la question, en fait, comme ça a été évoqué, je ne crois pas que la dimension du connecté amène à isoler les gens. Au compte, ce que je disais, je pense que ça développe d'autres manières d'être ensemble. Cette dimension, effectivement, de communauté choisie, c'est pas un terme, c'est Jean-Luc Nancy qui a développé ça dans un ouvrage qu'il appelle La communauté affrontée, où en fait il part de la notion de communauté du 1 qui était la base de ce qui a constitué notre société, le fait de vivre ensemble autour d'un projet commun, où aujourd'hui on est dans une communauté de l'AVEC, où en fait c'est sur des thématiques qu'on va constituer différentes communautés. Et je pense que c'est pour ça que l'espace public reprend aussi de la place, parce que en fait ça devient le lieu où finalement le hasard reprend place, où on peut se croiser, mais aussi via une dimension connectée, les réseaux sociaux. Si on prend un exemple, et c'est pour ça qu'aussi il me semble assez important quand on pense les nouveaux quartiers, les nouveaux espaces, d'arriver à prendre en compte cette dimension. On parlait préalablement d'autres façons de parcourir la ville. Je crois que c'est plus effectivement la simple notion de la petite place où on va tout organiser autour, mais c'est de proposer des lieux capables d'absorber différents usages. Des lieux où effectivement on va pouvoir se réunir, où on va pouvoir de manière spontanée organiser des événements. Et ça, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi le dispositif de la connexion qui permet à un moment des gens qui ne se connaissent pas forcément de se retrouver autour d'un projet commun et de l'exprimer dans l'espace public, que ce soit pour effectivement un moment, un événement. On le voit aussi dans la dimension sportive, des gens qui, à travers des applications de running, comparent leur parcours dans la ville et qui, à un moment, se rencontrent physiquement. Donc, on n'est pas que dans l'immatériel complet. Et la ville ne va pas... Je ne crois pas que la ville va totalement disparaître. On n'est pas du tout dans ce dispositif-là, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'il faut néanmoins être vigilant. On voit après, on évoquait dans les projets, alors qui sont très loin de chez nous, le projet de Toronto, où aujourd'hui on nous explique que c'est les GAFA qui vont faire l'urbanisme à la place des aménageurs, des architectes et des promoteurs. Alors c'est sûr qu'ils ont plus de puissance financière que nous, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais néanmoins, ce dispositif n'est pas encore très clair, où, soi-disant, ça viendrait justement de la collecte de données des volontés des habitants qui permettrait de développer la ville idéale. La problématique de tout ça, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire que les réseaux sociaux créent une temporalité très courte, c'est du maintenant, et la ville, c'est une temporalité longue. Et heureusement pour nous, on doit s'inscrire dans ce temps long. On doit être en capacité de répondre à l'immédiateté, mais on a la responsabilité de construire la ville pour demain, pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, certes, de répondre, mais néanmoins de s'inscrire dans le temps long. Et c'est cette dualité, je pense que c'est pour ça j'ose espérer que les GAFA ne vont pas encore, l'intelligence artificielle peut-être, nous supplanter immédiatement, mais néanmoins cette gestion des temps, et des temps de la ville, et qui sont justement, avec les réseaux sociaux, de plus en plus importants. Tout simplement parce que ce dispositif de connexion apporte l'immédiateté, et en même temps, l'habitant a besoin d'une temporalité aussi, à un moment qui va être un petit peu plus lente, qui va permettre de souffler, qui va permettre de se reposer. Et c'est aussi dans la qualification de ces espaces en capacité d'apporter des rythmes différents. On va avoir des espaces dynamiques, des espaces plus reposants, des espaces de partage. Et ces espaces-là, il me semble que la ville, en tous les cas, doit en être le support. Alors, Laurent Villaret, vous, le développement de la ville connectée change carrément vos relations avec vos clients La vraie question, c'est que le client, jusqu'à maintenant, on avait presque la perception que le promoteur faisait le marché, créait un produit. Presque même vers les urbanistes aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment le client qui crée le besoin, qui fait le marché. Alors,
Sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que si vous prenez les générations qui arrivent, le numérique, il ne change rien, ils sont nés avec. Donc à nous de nous adapter, à nous de faire muter nos modèles économiques. Alors effectivement, les générations qui arrivent, il va y avoir un temps quand même, c'est pas demain matin que... Mais je suis persuadé que dans quelques années, on ne vendra plus un appartement, on vendra un environnement de service. Voilà. Et ça commence déjà. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que le numérique, le temps numérique et le temps de l'urbanisme, c'est pas du tout la même chose. En quelques mois, il peut se passer ce que disait Christophe Pérez sur l'intelligence artificielle. Quand on voit aujourd'hui que les process de fabrication d'un Airbus, il y a certains process qui sont gérés par l'intelligence artificielle et même plus par les hommes, alors que c'est un des secteurs où la sécurité doit être le plus élevée, ça fait poser quelques questions. Alors après, nos modèles économiques qui doivent changer. La limite à tout ça, c'est que le numérique pour nos acquéreurs, c'est tout simplement, pour revenir sur votre question, c'est pas quelque chose qui individualise. L'être humain est ainsi fait, il a besoin de contact. Mais pour nos acquéreurs, le numérique, c'est easy life, quoi. Je simplifie ma vie, je simplifie mon quotidien. J'amène des services dans l'appartement, j'amène des services dans les bureaux. Et le numérique, il ne doit pas se cantonner à la cellule d'habitation, il doit se connecter à la ville. C'est pour ça qu'un promoteur ne peut pas développer un environnement numérique sans un aménageur qui vient connecter le bâtiment au reste de l'unité urbaine qui est le quartier et la ville. Voilà. Voilà. Mais le numérique ne sépare pas les gens. Le numérique simplifie la vie, c'est tout. C'est comme quand vous allez en ville au restaurant, vous cherchez une adresse, vous vous connectez à votre smartphone. Bon, ben, pour demain, on aura des applications dans l'habitation, voilà, et de plus en plus. Voilà. Alors, nos modèles économiques, le numérique ne doit pas apporter une surcharge. Aujourd'hui, nos clients regardent autant... c'est un peu les effets de la métropolisation. L'avantage de la métropolisation, c'est qu'elle qualifie des territoires, mais ça génère aussi des prix à l'achat qu'il faut surveiller pour rendre nos logements accessibles à tous. Mais nos clients regardent les charges aussi. Il ne faut pas que le numérique soit une charge de plus, une charge en plus des normes environnementales. J'allais dire qu'on se bat contre les normes. On ne se bat pas contre les normes. On se bat pour que nos modèles économiques permettent de rendre des loyers ou des prix de vente accessibles à tous. Voilà. Et il ne faut pas que le numérique soit un rempart à ça. Donc, mais on va s'adapter. Je parle par exemple, si on prend l'exemple de Reka, ce qui est intéressant, c'est que le numérique est raisonné à l'échelle de la ZAC. Et la ZAC a eu une subvention écocité. Et ça permet de donner des subventions à ce système connecté qui sont quand même de la matière grise et qui coûtent de l'argent, à ce que finalement, chaque mois, les charges ne soient pas trop élevées. Et là, le système, il est pérenne. L'innovation numérique n'a de sens que s'il y a un modèle économique derrière qui fonctionne avec des charges acceptables par les habitants. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Je rappelle que Facebook, c'est gratuit. Donc voilà. C'est pareil pour les usages. Quand on a parlé d'usage et de révolution numérique, de révolution des espaces, si on change la conception de nos immeubles et on développe des espaces partagés, des usages, aussi, il faut adapter nos modèles économiques dessus et les modèles de charge. Voilà. Alors, le promoteur et l'aménageur travaillent d'ores et déjà ensemble sur le numérique, mais on a peut-être l'impression que les architectes urbanistes sont un peu en dehors de tout ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a des débats effectivement qui existent. Il y a un lien entre le monde du numérique qui va directement voir l'aménageur ou qui va directement voir le promoteur. Et je crois que le salon de l'immobilier en a fait la démonstration le week-end dernier. Puisqu'il n'y a pas d'architecte au débat sur ce sujet-là. Alors, je ne dis pas qu'on est exclu, je dis que nous-mêmes, nous ne nous emparons pas de ce sujet-là. Et c'est assez dommage. Ça ne vous passionne pas forcément? Non, pas du tout. Enfin, en tous les cas, pas pour ma part. Mais je crois qu'il faut justement qu'on rentre dans la danse et très vite. Et beaucoup plus vite que ce qu'on croit, parce que sinon on va regarder passer le TGV. Donc je crois qu'au contraire, il faut qu'on soit beaucoup plus proactif sur ce sujet-là, qu'on puisse rentrer en dialogue et être dans le tour de table pour discuter, parce que ça a nécessairement un impact sur l'espace et sur la manière de vivre ensemble. Je répète ce que je disais, nous, notre compétence, c'est la manipulation de l'espace, c'est l'agencement, c'est la cohérence globale, c'est de faire du projet. Notre
le sens de notre intervention est à ce niveau-là. Et comment est-ce qu'on fait du projet quand on vit ensemble de manière différente? Et on doit être au cœur de ce dispositif, parce que même on l'a vu, sur les cellules, sur la manière de concevoir les espaces, il y a une évolution nécessaire. On ne peut pas juste le subir. On ne peut pas juste s'entendre dire « il faut dessiner ça ». Pas du tout. Au contraire, il faut qu'on soit en capacité de dialoguer dans ce système-là et d'être en force de proposition pour cette évolution. Sinon, effectivement, et puis on a parlé de l'intelligence artificielle, on va tous être rapidement mis sur la touche, ce qui serait assez dommage. Je voulais juste réagir à ce que tu dis. Effectivement, nos modèles économiques évoluent vers l'intégration du numérique, mais on change nos espaces. Donc il ne se passera rien si la présence des architectes n'est toujours pas au premier plan. Voilà. Et d'ailleurs, je souhaite de façon forte que la Fédération des promoteurs resserre ses liens avec les architectes. On a le couple promoteur-architecte est un couple qui va se renforcer parce qu'on est un peu aussi dans l'inconnu. Le marché, il nous dit qu'il faut changer les espaces, mais il faut aussi des architectes qui innovent derrière. Donc, justement, je pense que l'influence du numérique va renforcer encore la relation entre le promoteur et l'architecte, enfin, ou l'architecte et le promoteur. Sans vouloir relancer le débat, vous m'autorisez, vous faites un beau joli couple, mais vous aurez besoin quand même de votre petit aménageur qui, lui, a évidemment la vision de développement du territoire. Et sans vouloir relancer le débat sur le numérique, mais je voudrais juste dire deux petites choses. Le numérique aujourd'hui, je pense que la consommation énergétique du numérique dépasse aujourd'hui celle de l'aéronautique. En 2030, 50% de la consommation d'énergie sera sur le numérique. Est-ce que je pense que ça c'est un sujet de discussion. Donc tous les moyens alternatifs de création de l'énergie, qui est un vrai sujet pour la ville, est un sujet en plus méditerranéen parce que nous avons le soleil. Donc la mer, le photovoltaïque, l'éolien en mer. Tous ces sujets-là sont évidemment extrêmement essentiels pour amener la juste énergie à l'habitant en fonction de son besoin, mais juste son besoin. Et donc là, on a encore un travail à faire. Alors, il se trouve que nous, à la CERM, nous le faisons, puisque depuis une trentaine d'années déjà, nous exploitons le réseau de chaleur, de chaud et de froid, et d'électricité sur la ville de Montpellier pour arriver juste à temps. Mais il est évident que il y a une question cruciale de l'énergie, mais il y a aussi une question cruciale qui est celle de l'aménagement d'ensemble. Lorsqu'on prend le territoire, il doit être considéré à l'échelle d'une ville, d'une métropole, donc il faut avoir la vision globale, et Philippe Sorel le disait très très bien tout à l'heure, également des territoires voisins, pour pas que, malgré ces effets de métropolisation, on les sait tous, c'est aussi le sens de l'histoire, et bien qu'il n'y ait de territoires oubliés, parce que beaucoup de territoires on a besoin de synergie et d'échanges permanents avec les territoires voisins, ce que nous devons faire. Et souvent, on reçoit des questions de territoires voisins, plus ruraux, qui subissent de plein fouet la fracture numérique. On parle du numérique encore. Et il faut espérer que les innovations technologiques qui arrivent, la 5G, etc., vont permettre de tisser tous ces liens et de faire qu'on puisse être dans une forme d'équilibre de population, mais aussi d'équilibre des territoires. Alors, vous parlez des atouts du climat méditerranéen en matière énergétique, mais est-ce que les normes de construction ne viennent pas du Nord? C'est ce dont vous sembliez un petit peu vous plaindre cet après-midi? Non, je ne me plains pas forcément des normes. Si on prend l'exemple du développement durable, il faut pas se battre pour répondre à des normes. Quand on travaille sur le développement durable, il faut travailler sur quels sont les aspects du développement durable qui amènent une qualité de vie méditerranéenne. Ça, c'est l'intérêt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes. C'est vrai qu'on empile des normes, et s'il faut empiler l'innovation numérique, l'innovation dans les usages, ça va faire beaucoup. Et la métropolisation a un immense atout, c'est qu'elle qualifie les territoires,
elles les rendent attractifs. Et alors, je ne vais pas parler de la métropole de Montpellier, bien sûr, mais elle est extrêmement attractive. Le problème, c'est qu'il y a aussi un revers de médaille, c'est qu'il faut qu'on maîtrise le prix. Et le prix, c'est un ensemble de paramètres. Il n'y a jamais une raison, c'est un ensemble de paramètres. C'est les normes, c'est la construction, c'est le foncier. Et je fais le lien avec ce qu'a dit Christophe Pérez, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre des territoires. Une métropole, elle qualifie aussi les territoires qu'il y a juste autour, les villes périphériques. Et justement, l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est une constellation de villes moyennes. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous, opérateurs, d'aller travailler sur ces secteurs parce qu'il y a une vraie demande. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on doit adapter nos prix de vente et nos modèles à ces territoires-là qui n'ont pas les mêmes... où les acquéreurs n'ont pas les mêmes capacités d'achat. Voilà. Et donc, effectivement, les normes, on ne se bat pas contre, mais on souhaiterait qu'elles soient ouvertes. Alors, la loi Elan, effectivement, aujourd'hui, sur ce plan-là, je sais qu'il y a beaucoup de plans, notamment liés aux architectes, qui sont critiqués, mais sur ce plan-là, va un peu nous aider. Il y a également la loi ESSOC qui va sortir avec le permis d'expérimenter, où quand on innove sur un point environnemental, par exemple, ça peut alléger d'autres normes. Voilà, c'est important. Permettez juste de réagir, Laurent, tout ce que tu dis, évidemment, j'y adhère, mais constellation de villes moyennes, évidemment. Mais Montpellier n'est pas une ville moyenne. Montpellier, c'est la 7e ville de France. Donc je tiens absolument à le rappeler ici. C'est pas une ville moyenne, c'est une métropole qui ambitionne de s'ouvrir sur l'international, sur le monde, sur la Méditerranée, qui continue à se développer. Et donc, oui, bien sûr, cet équilibre est important, mais voilà, juste ce petit mot. Je parlais de villes moyennes autour de la métropole de Montpellier. Alors, dans ce public peu nombreux mais très attentif, y a-t-il des réactions, des questions ? Éric Bérard, ancien directeur général de la SERM. Oui, voilà, à vous écouter, et j'ai vu, même si j'ai quitté ces fonctions maintenant depuis un certain temps, je vois les évolutions. Et la prise en compte du numérique, effectivement, est importante. Simplement, quand on vous écoute tous les trois, et notamment quand j'entends Élodie dire, on est un peu chacun doit respecter son domaine d'action. Quand on dit qu'il faut vivre ensemble, qu'on conçoit des nouveaux projets, qu'on veut faire vivre les habitants ensemble, on imagine maintenant des espaces non seulement de vie collective, les jardins, des locaux à vélo, pour des multiples vélos, des espaces de coworking, des espaces de co-civilité, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi, la question que je me pose, et je me demande s'il n'y a pas un métier qui commence à manquer autour de votre table, qui est l'assembleur, pour faire vivre ensemble ces habitants de ce secteur de projet. Parce que votre smartphone, il ne réparera pas le vélo. Or, on s'en va de plus en plus vers de locaux, de moins en moins de voitures et des locaux à vélo qui tombent en panne, les machines à laver qu'on va mettre ensemble qui tombent en panne, et ça veut dire que le rôle de syndic qu'on avait autrefois va évoluer maintenant vers un rôle d'assembleur, de gestion du site qui va aller sur beaucoup de métiers, et ces métiers-là n'existent pas. L'aménageur peut y penser, peut le promouvoir, mais je pense que là, il y a demain, quand je dis demain, c'est aujourd'hui, un autre métier autour de ce numérique et des inconvénients et des qualités qu'il apporte, mais ça ne veut pas dire, quand on dit le numérique fait tout, il ne réparera pas un certain nombre de choses. Donc, par rapport aux syndics aujourd'hui qui récupèrent les charges, je pense qu'il va falloir demain aller bien au-delà si tout le monde veut vivre ensemble et dans une bonne harmonie. Effectivement, Eric, c'est tout à fait, je pense, bien vu, une très bonne remarque. C'est vrai qu'en même temps que nous accompagnons cette transformation, c'est pour ne pas l'appeler révolution, tu as raison de dire, pour les jeunes, ce n'est pas une révolution, pour eux, c'est déjà comme ça. Eh bien, dans les quartiers, nous remettons au goût du jour un ancien métier, c'est la conciergerie, le concierge. Alors on dit conciergerie 2.0, très bien, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui est là pour le moment en tout cas, on ne sait pas comment les choses vont aller, mais pour faire fonctionner tout cela et donner du liant, en plus du métier de syndic,
Donc tout cela est prévu dans nos quartiers, c'est le cas de Reka, où tu parlais d'investissement, il faut que ce soit très peu cher, on devrait être à 1 euro par habitant, enfin par logement, par mois. Bon. Mais évidemment, nous devons en tous les cas au début de mettre en place ce concierge qui va faire cette animation. Bon. Le concierge, ça va coûter. Faisons en sorte que les garanties qu'il apporte et le travail qu'il fait rapportent plus que ce que ça va coûter. Au niveau des promoteurs, la tendance, c'est un peu l'ensemblier urbain. On prend une unité urbaine et on joint ensemble des paquets urbains, de la résidence senior, de la résidence étudiante, du logement, du bureau, du commerce. Et on utilise des espaces mutualisés où on essaie de tout concentrer pour avoir le moins de charges possible. Et il se développe chez les promoteurs actuellement, et il y en a déjà beaucoup qui l'ont pensé, des structures de gestion dédiées. Et ces structures de gestion gèrent toutes les résidences, un peu comme le modèle de la résidence senior ou la résidence étudiante, mais plus global, plus pluriel. C'est gérer plusieurs formes urbaines différentes, quoi, avec des usages différents. Et je pense qu'on sera de plus en plus, en tout cas dans les métropoles, dans les cœurs, les grandes villes comme Montpellier, où on développe des grosses opérations, de plus en plus adossés à des structures de gestion qui seront internes aux promoteurs, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui créent leurs structures internes, ou avec des structures qui sont extérieures. En fait, le métier de promoteur de demain, c'est un métier aussi de gestionnaire. On va gérer aussi. On ne va pas faire que construire, réaliser et concevoir. Je pense que vous dites est tout à fait juste, et on voit d'ailleurs dans ce qu'on appelle cette ère du numérique une espèce de pas de résistance, mais d'engagement dans un autre sens, qui est aussi le développement de plus en plus de la dimension du manuel, du faire, qui n'est pas en opposition, mais qui est effectivement, comme vous le dites, une nécessité qui apparaît. Après, moi, en tous les cas, pour ce que je vois, c'est un des points sur lesquels il faut être vigilant, il me semble. Et c'est dans cette notion du partage, du mise en commun, qui est le point négatif, c'est plutôt de faire attention à ne pas viser à une déresponsabilisation de chacun.